Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance proposée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series. Et comme vous voyez aujourd'hui, le thème, c'est le système éducatif français. Et nous avons de la chance d'avoir avec nous Madame Brigitte Fontenay. Bonjour Brigitte, comment ça va? Bonjour Jay, je vais très bien et toi? Je Je vais bien vois que aussi. tu es entouré de 15 personnes, je suis très contente. J'espère que je serai à la hauteur pour vous apporter un éclairage sur notre système éducatif. N'hésitez Absolument. pas à m'interrompre si vous avez besoin d'explications ou si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et je vais développer ce sujet en 3 temps. Dans un premier temps, on va parler du système éducatif, puis ensuite de la concurrence publique-privée. Je ne sais pas si c'est un sujet aussi pour vous en Inde. Et puis, en dernier, les difficultés, les défauts de notre système éducatif. Et voilà. Oui. Alors, si je commence par l'organisation générale de l'enseignement en France, donc on Oui. part sur un grand principe de liberté, d'égalité et de fraternité. Voilà. Ça, J'aimerais juste présenter un petit peu ton parcours professionnel, Brigitte, ah, pour tout le ok, monde. d'accord. On peut Alors, faire comme ça. effectivement, alors, voilà. Très bien. Je suis donc Brigitte, je suis en retraite depuis 5 ans. J'ai quitté l'éducation nationale en 2018 et j'ai enseigné pendant plus de 40 ans dans une école élémentaire. Donc, j'avais des enfants pour la plupart du temps souvent la tranche d'âge 8 et 9 ans. Donc, ça m'a passionné, ce métier m'a passionné complètement. Du début à la fin, j'y suis allée avec grand plaisir et j'ai donné toute ma personne pour enseigner. Voilà, donc ça d'ailleurs, je pense que ça fait partie du succès de l'enseignement, c'est que si on y va avec plaisir et engagement, on transmet ça aux enfants. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont moins impliqués. Mais bon, voilà. En tout cas, me concernant, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis née au Creusot, j'habite toujours le Creusot et j'ai enseigné également au Creusot. Enfin, dans une petite ville qui touche le Creusot qui s'appelle Torcy, mais c'est minuscule à l'échelle de l'Inde, c'est rien du tout. Et c'est ici que nous nous sommes rencontrés avec Jay parce que j'étais dans une école à l'école élémentaire et on a commencé à se rencontrer à ce moment-là parce qu'il intervenait pour des cours d'anglais dans ma classe. Parce que vous avez peut-être une compétence en anglais certainement plus importante que chez les enseignants français. Nous, on est en grande difficulté. On apprend l'anglais depuis la sixième, enfin à mon époque, de la sixième à la terminale, et on apprend beaucoup de théories, beaucoup de choses comme ça, mais quand il s'agit de s'exprimer, ben on est un peu sec, hein. Donc, même, vous voyez, c'est toujours mon projet d'essayer d'améliorer mon anglais. Et vous, je vous félicite en tout cas de vous intéresser à la langue française, qui n'est pas une langue facile, et notamment avec la grammaire, la conjugaison. Je sais que ça peut être quelque chose de difficile pour tous les gens qui souhaitent apprendre cette langue. Alors, bravo, hein, bravo, bravo. Et puis, j'espère un jour peut-être vous voir parce que j'ai toujours le projet de me rendre à Jaipur pour découvrir votre merveilleux pays, notamment le Tu es la Rajasthan. bienvenue. Tu es la bienvenue, Oui, Brigitte. oui, oui, mais ça fait un moment que j'en parle, mais je n'ai encore pas concrétisé. Bon, alors, donc, si on revient à notre sujet, donc en France, les enfants sont accueillis à l'école à partir de l'âge de 3 ans. Mais l'école devient obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Avant, ça n'est pas une obligation. Ça s'appelle l'école maternelle. Donc, ce sont des enseignants qui accueillent des enfants, entre 20 et 30 enfants dans leur classe.
et ils sont souvent aidés par, on appelle ça une ATSEM, c'est-à-dire une aide qui apporte une aide pour la préparation et pour l'encadrement des enfants. Et ensuite, on passe à l'école élémentaire qui commence au CP. CP veut dire cours préparatoire. La première année où on apprend véritablement à lire, à écrire et à compter. C'est vraiment un maillon hyper important en France. Si on échoue en CP, eh bien, on commence déjà, enfin, on peut envisager des difficultés par la suite, hein, parce que c'est fondamental. Donc là, après, on a le CE1, c'est-à-dire le cours élémentaire première année. Et dans cette classe-là, on apprend, alors on affine un peu le français, on apprend, on aborde la conjugaison, des éléments de grammaire, un petit peu de découverte du monde, un petit peu d'anglais aussi depuis le CP, mais comme les enseignants actuels en France ne sont pas très, très performants, je vais dire que c'est pas ce qui va faire avancer les choses, mais enfin, c'est déjà mieux que rien. Et puis, le CE2, c'est-à-dire le cours élémentaire deuxième année, celui dans lequel j'ai beaucoup enseigné. Donc là, ça c'est pareil, on continue d'affiner la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, l'expression écrite, la lecture et tout ça. Le domaine des mathématiques, les sciences, histoire, géographie, c'est assez polyvalent. On aborde à peu près tout ce qu'on est censé connaître, bien sûr à un niveau d'un enfant de 8 ans. Puis on passe au cours moyen première année, et là les difficultés commencent notamment en mathématiques, parce qu'on aborde le système décimal, c'est-à-dire avec les virgules, les fractions, les pourcentages. Donc, parfois, on en perd là déjà des enfants qui trouvent ça plutôt difficile. Puis ça se termine en cours moyen deuxième année. C'est une consolidation du cours moyen première année. Voilà. Et donc, le parcours se termine pour ce qu'on appelle donc l'école primaire, parce que même en France, il y a des gens qui confondent école élémentaire et école primaire. L'école primaire englobe la maternelle et l'école élémentaire. Voilà, que ce soit clair, parce que je vous dis, si vous posiez la question à d'autres Français, ils appellent ça école primaire pour eux. Enfin, ils confondent les deux, élémentaire et primaire. Ensuite, quand on a passé ce cap-là, on passe au collège. Donc, on reste 4 ans dans ce collège. Parce que nous, on décompte, en fait, on va jusqu'à la terminale, si vous voulez. Ça commence, le collège, on appelle ça la 6e. Mais avant, vous avez eu la 7e, la 8e, la 9e, la 10e. Tout ça, c'est l'école primaire. Et donc là, on commence à appeler en nombre à partir du collège. 6e, 5e, 4e et 3e. Et à l'issue de la 3e, les élèves passent un diplôme qui s'appelle le brevet des collèges, qui sanctionne un peu les connaissances des élèves. Et par la suite, alors selon le niveau et la réussite des élèves, il y a des élèves qui décrochent très vite, ils sont quand même obligés d'aller au collège. C'est bien ça le malheur, parce que depuis la présence d'un ministre qui s'est appelé Jack Lang à une époque, dans les années 80, il a décidé que tout le monde devait aller à l'école jusqu'à 16 ans. Et alors, ce principe-là est en théorie très bien, sauf qu'il y a des enfants qui détestent l'école et qui s'éclateraient et qui s'ouvriraient sur le monde du travail plus rapidement, et ce serait bien pour eux. Donc là, ils ont mis 30 ans pour s'en rendre compte, parce qu'actuellement, on revient là-dessus. Donc, on est toujours obligé, les enfants sont toujours obligés d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, mais la filière de l'apprentissage se redéveloppe, parce que pendant 30 ans, ça a été un petit peu méprisé. Il fallait
il fallait que tout le monde aille le plus loin possible pour à l'école. Malheureusement, c'était un petit peu triché sur le système parce que, si vous voulez, du coup, il fallait quand même, on a baissé le niveau pour que ces enfants puissent suivre quand même. Donc, enfin voilà. Donc, ceux qui ont réussi à aller à l'issue de la troisième dans de bonnes conditions, ceux-là continuent au lycée. Et le lycée, on en prend encore pour 3 ans. Ça s'appelle la seconde. On continue les numéros, hein. Seconde, première, puis ensuite ça s'appelle terminale. Et là, c'est le diplôme qu'il fallait absolument avoir avant, qui ouvrait beaucoup de portes. Ce diplôme, en raccourci, on l'appelle le bac, mais son véritable mot, c'est le baccalauréat. Et celui-là, on se spécialise selon vos goûts, vos compétences. Vous partez dans des domaines scientifiques ou bien dans des domaines littéraires. Mais il y a aussi des lycées techniques pour ceux qui veulent apprendre des connaissances plus pratiques. À l'issue du baccalauréat, eh bien, certains s'arrêtent, certains continuent en université ou dans des grandes écoles. Ou alors un intermédiaire, on appelle ça des IUT, c'est-à-dire un diplôme qui est sanctionné après 2 ans d'études, parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas envie de passer toute leur vie sur un banc d'école, hein. Donc, bac plus 2, et donc c'est dans un IUT, Institut d'université technologique. Sinon, on va à la faculté, enfin dans les facultés en université, mais avec le système français, il n'y a pas de sélection. Alors qu'on soit bon élève ou qu'on soit élève moyen, voire mauvais élève, on peut quand même aller à l'université. Ce qui fait que c'est un peu devenu la poubelle. À l'université, il y a un échec important en première année puisque tout le monde peut y aller. En plus, chez nous, c'est gratuit l'école, hein. Depuis la maternelle jusqu'à l'université. Quand on dit gratuit, je veux dire, les parents n'ont rien à donner de particulier, hein, tout est fourni. Si vous allez en université, bien évidemment, il faut quand même que vos parents puissent vous trouver un logement, enfin voilà, ce genre de choses qu'ils auront à régler. Et encore, il y a une aide de l'État. Donc, on va dire que presque tout le monde, s'il en a les capacités intellectuelles et la volonté, peut aller à l'université. Parce que d'abord, il y en a à peu près dans toutes les régions. Vous voyez, moi j'habite le Creusot, la première université se trouve à 1 heure de route ou 1 heure en train, ça s'appelle Dijon. D'ailleurs, Jay connaît parce qu'il y est allé quelques fois. Ça, c'est l'université la plus proche. On n'est pas obligé d'aller dans l'université la plus proche, on peut en choisir une autre, mais après, ce sera sur dossier, ce sera plus sélectif. Il y a un seul domaine qui est très, très difficile et qui est sur concours dès la première année, c'est pour les écoles de médecine. Je peux en parler parce que j'ai une de mes filles qui est médecin. Et donc, elle est allée à l'université en première année, comme tout le monde. Et puis, à l'issue de la première année, il y a un concours. Et par exemple, vous voyez, dans l'université de Dijon, donc maintenant elle a 30 ans, donc elle l'a passé il y a 12 ans, ils étaient 1300 candidats et ils n'en prenaient que 200. Donc, c'était une année infernale parce que parfois ça se joue à 0,5 points par rapport à un autre étudiant. Donc, c'est une année très difficile. Vous avez le droit de la redoubler et puis ensuite, si c'est de nouveau un échec, c'est terminé pour vous. Vous devez envisager d'autres études ou vous orienter sur autre chose. Alors, pour les gens qui ne passent pas à l'université, vous avez les grandes écoles. Alors là, c'est le NEC plus ultra, hein. C'est basé d'abord, on n'est pas forcément pris, c'est sur dossier. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se font piéger en première et en terminale, ceux qui
qui ne sont pas assez vigilants et au moment du bac, lorsqu'ils ont le bac, s'ils ont un mauvais dossier, par exemple, et s'ils souhaitent aller dans une grande école, eh bien, ils se font retoquer parce que, justement, on regarde un peu à la fois le comportement et le niveau des lycéens avant de les accueillir dans une école. Alors, quand on a franchi la première sélection, eh bien, il faut vivre 2 années extrêmement difficiles aussi, où c'est un concours, c'est un peu comme médecine, mais bon, là, c'est sur 2 ans, prépa, on appelle ça des prépas, en 2 ans. Et à l'issue, vous passez des concours pour des grandes écoles, comme l'école centrale, comme Polytechnique. C'est vraiment le haut du panier. Quand on a réussi ces écoles-là, c'est vraiment qu'on a un niveau, on est dans l'excellence. Et puis une fois que vous êtes dans ces écoles-là, après, j'allais dire que le plus dur est passé. Il faut quand même suivre son parcours, mais c'est gagné, quoi. Et puis ensuite, bah, ça vous permet d'avoir des métiers prestigieux. Notamment, il y a une autre école qui s'appelle l'ENA, l'École nationale d'administration, où on a la plupart des politiques sortent de l'ENA. Bon, ben c'est pareil, ce sont des gens qui ont passé ces concours de prépa, on appelle prépa, mais il y a prépa littéraire aussi, hein, c'est pas que scientifique. Donc voilà le parcours pour les gens voilà, qui ont le niveau, l'envie, l'ambition et la compétence. Puis après, bah, pour les autres, on a des filières, on revient sur les filières d'apprentissage parce qu'on s'aperçoit maintenant justement que dans des métiers manuels, style plombier, électricien et tout ça, ben, on s'aperçoit que ben, on est en grand manque parce que ça a tellement été on va pas dire critiquer, mais mépriser que ben, ces jeunes, on a beaucoup de jeunes qui sont frustrés parce que en fait, ils n'ont pas de niveau. Et ils ont passé toutes les étapes comme ça, mais sans avoir un niveau suffisant pour envisager des études plus difficiles. Et ce qui fait que rien ne les intéresse. Et c'est un peu compliqué. Donc, il faudra, à mon avis, plusieurs années pour qu'on rétablisse l'équilibre entre les apprentissages et les études supérieures. Voilà. Alors, si on revient aussi, donc ça, c'était pour l'organisation, mais en termes de jours de travail aussi, nombre de jours de vacances par an, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en France, il y a 121 jours de vacances, sachant qu'on est 365 jours dans une année, hein. Donc, 8 semaines l'été, juillet, août, les enfants ne vont pas à l'école. Nous sommes les 7e en Europe, hein. Le numéro 1, c'est Malte, où ils en ont encore plus que nous, ils en ont 135. Alors, donc voilà, le rythme scolaire français, donc c'est 36 semaines de cours et avec une alternance à partir du mois de septembre, parce qu'en général, on prend l'école, c'est variable d'une année sur l'autre, mais après, à peu près autour de 2-3 septembre, ça dépend quel jour ça tombe. Et on a une fréquence de 7 semaines de cours et 2 semaines de congés. Donc, les premières vacances sont ce qu'on appelle, ça correspond à une fête des morts, la Toussaint, au mois d'octobre, qui est à cheval sur la fin octobre et début novembre. Puis ensuite, on reprend l'école jusqu'à la période de Noël, fête religieuse chrétienne. Donc ça, c'est pareil, on est en vacances à peu près du 20 décembre jusqu'au début janvier parce qu'on fête le Nouvel An. Et une fois que le Nouvel An est passé, on retourne à l'école. Puis ensuite, on a les vacances d'hiver, on appelle ça les vacances d'hiver. Et pour à peu près équilibrer, parce qu'il y a le tourisme qui s'en mêle un petit peu, pour que toutes les zones, toute la France ne soit pas en vacances en même temps, c'est organisé par zone. Il y a 3 zones, la zone A, la zone B et la zone C. Et donc, c'est chacun son tour. On est 15 jours en vacances en zone 1 ou en zone 2 ou en zone 3.
Et donc, ce qui fait que ça étale et ça permet aux gens qui… Parce qu'en France, il y a quand même pas mal de gens qui partent en vacances à chaque fois qu'il y a des vacances, et notamment l'hiver. Nous, on a des montagnes qui s'appellent les Alpes. Et dans les Alpes, on peut faire du ski. Et beaucoup de gens prévoient une semaine de ski. Enfin, les gens qui peuvent, hein, parce que ça reste des vacances un peu onéreuses. Et ça génère des difficultés de circulation et de présence dans les stations. Donc, pour pallier à tout ça, ils ont organisé ça par zone. Et puis, on recommence le même système au moment des vacances de Pâques. Alors maintenant, ça s'appelle les vacances de printemps, mais encore une fois, ils sont liés à une fête religieuse chrétienne, la Pâques étant un moment important pour les croyants chrétiens. Donc ça, c'est pareil, par zone. Pour le tourisme aussi, parce que de nouveau, les gens partent aussi. Et là, ils ne vont pas forcément à la montagne. Nous, en France, si vous avez un peu regardé la carte de France, on a beaucoup de côtes baignées par de l'eau. On a la mer Méditerranée au sud, et c'est l'endroit le plus chaud de France, donc très, très fréquenté. Vous voyez, moi, j'y étais la semaine dernière. Eh bien, j'ai mis 1 heure ou 2 de plus qu'une journée normale pour revenir chez moi parce qu'il y avait beaucoup de circulation. Et on a aussi l'ouest de la France avec l'océan Atlantique, très, très apprécié aussi, avec un climat différent et qui attire beaucoup les gens. Donc voilà au niveau du système, au niveau du système français. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire là? Qu'est-ce que j'avais prévu aussi? Voilà. Alors, si on parle des enseignants, il y a de moins en moins de gens qui veulent passer le concours pour être enseignant parce qu'ils trouvent qu'on a un métier mal rémunéré. Alors, c'est vrai que si on compare à d'autres pays, on n'est pas forcément les mieux lotis, mais d'un autre côté, c'est compensé aussi par des vacances qui sont rémunérées, parce que je ne sais pas comment c'est en Inde, mais chez nous, les vacances, c'est comme, on est rémunéré comme si on travaillait, hein. Et puis, on a un petit avantage au moment où on part en retraite. Donc, bon, si on regarde comme ça, si on compare une rémunération d'un autre pays à nous, on va dire qu'on est moins avantagé, mais si on regarde sur du long terme, c'est peut-être plus difficile, enfin, les différences sont peut-être moins marquées. Voilà, donc ça c'était pour la motivation des enseignants. Donc là, il y a de moins en moins, il y en a même qui démissionnent, ce qui n'arrivait jamais auparavant. Et ce qu'il y a aussi, c'est que le niveau de recrutement, ils ont modifié complètement le niveau de recrutement des enseignants. Auparavant, ça se passait après le baccalauréat et vous passiez un concours et vous alliez dans une école qu'on appelait l'école normale pour apprendre le métier d'enseignant. Et depuis, les choses ont évolué, ça passe par l'université. Vous devez avoir acquis un master 2, je crois. Peu importe la discipline, mais conseiller en sciences de l'éducation, mais si c'est psychologie ou autre, vous avez accès de la même façon. Et puis là, vous avez un concours, mais ils ont tellement baissé le niveau que maintenant, ils arrivent à prendre des étudiants qui ont un niveau médiocre et c'est une catastrophe. Il y a des étudiants qui passent le concours et qui sont acceptés à 8 de moyenne. Quand je dis 8, ce n'est pas 8 sur 10, mais 8 sur 20. Donc, nous, on a un gros problème, si vous voulez, de dégradation de l'enseignement. Enfin, moi, je considère, il n'y a pas que moi qui le constate, même les enseignants le remarquent, mais eux-mêmes sont dans un petit niveau. On a encore heureusement quelques enseignants qui tiennent la route, mais le niveau de recrutement a tellement baissé
eux-mêmes ne savent pas enseigner et du coup, ça découle sur un niveau qui est en train de se dégrader pour les enfants français. C'est préoccupant. Donc, voilà, c'est plutôt un regard pessimiste de notre enseignement. Je le vois à travers aussi mes petits-enfants, ce que mes enfants ont appris, ce que j'ai appris à l'école, ce que mes enfants ont appris à l'école et ce que mes petits-enfants apprennent à l'école. On n'arrête pas de descendre. Et encore, je fais partie des familles privilégiées qui est, par exemple, en alerte parce que j'ai travaillé à l'Éducation nationale, donc j'en connais le fonctionnement. Mon fils et ma belle-fille sont des gens d'un bon niveau d'études, qui sont vigilants, mais pour des parents qui le sont moins, ils ne se rendent pas compte de ce qui risque de se passer pour leurs enfants. Donc voilà, ça c'était pour l'organisation. Si vous avez des questions à me poser là-dessus, parce qu'après, justement, pour pallier à ça, je voulais vous parler dans un deuxième temps de la concurrence de l'école publique avec l'école privée. Mais si vous voulez qu'on fasse un point là-dessus et si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas. Chers amis, si vous avez des questions à lui poser à Brigitte, si vous voulez faire un point ici. Oui, Janet, tu veux dire quelque chose? Oui, bonjour Madame Brigitte, bonjour Monsieur. Bonjour. J'ai une question pour vous, Madame. J'ai noté quelques mots ici, par exemple, d'après vous, est-ce que c'est possible de peut-être, par exemple, vous dites que tricher le système. Est-ce que c'est possible de peut-être reformuler le système de tricher? D'après vous, quel est le système de tricher? Alors, Jay, tu peux m'expliquer, je ne comprends pas trop la question. J'ai peur de mal répondre. J'ai peur de mal répondre. Oui, j'ai noté quelques mots ici, madame. Par exemple, après école primaire, il y a beaucoup d'étudiants qui quittent l'éducation, le système d'éducation. Oui. Mais voilà, vous utilisez une petite expression il est le système de tricher ici. D'après vous, est-ce que c'est possible de reformuler ou peut-être, je ne connais le mot ici, mais pour expliquer en détail le tricher du système? Alors, il faut savoir que jusqu'en 1980, le système était le même depuis des dizaines d'années. Et on a eu un nouveau président de la République qui s'appelait François Mitterrand. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là, mais ça faisait plus de 40 ans qu'on avait, parce que l'organisation politique en France est très importante. On a deux bords politiques, on a la droite et la gauche. Et en 1981, c'est un homme représentant la gauche qui a gagné les élections. Donc, il s'appelle Monsieur François Mitterrand et je le mets responsable de ce qui nous arrive maintenant parce qu'il a voulu ouvrir les portes à tout le monde pour que tout le monde ait accès à l'école le plus longtemps possible, sans sélection. Et ce qui fait que ça a bouleversé le système du collège et ce qui fait que actuellement encore, même si vous n'avez pas le niveau, parce que normalement, quand vous sortez de la dernière école de primaire, vous devriez être en capacité de savoir compter, enfin compter plus que compter, mais aborder la résolution de problèmes, la géométrie, les opérations, enfin tout ce que vous devez aussi savoir sans doute en Inde, maîtriser la langue française en sachant l'écrire avec de la bonne orthographe, de la conjugaison, de la grammaire, ce qu'on appelle de l'expression écrite, c'est-à-dire rédiger un texte, de la compréhension de lecture,
puis tout le domaine de la découverte de l'histoire, enfin ça s'appelle de la culture. Et malheureusement, il y a des élèves qui, en fin du CM2, n'ont pas un niveau, enfin ont un niveau très faible. Et avant, on les faisait redoubler ou bien on les envoyait dans une autre filière au collège qui s'appelait la 6e de transition. C'est-à-dire qu'on rendait l'enseignement un petit peu plus facile pour consolider les manques ou les petits acquis. Et en fonction, si ces enfants arrivaient à surmonter leurs difficultés, ils pouvaient reprendre le parcours normal ou alors on les dirigeait déjà sur une filière plus facile, mais qui allait leur bloquer la route du lycée, si vous voulez, et qui allait ouvrir aussi les portes de l'apprentissage. Et donc, ce monsieur Mitterrand n'a pas voulu, a refusé ce principe-là. Il a dit, on abolit ce système et tout le monde peut aller au collège, qu'il soit bon ou pas bon. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose de très démagogique parce que sur le papier, ça fait très joli comme ça, que tout le monde peut y aller. Sauf que tout le monde, malheureusement, la société est enfin, je veux dire, il y a énormément, les gens sont tous différents avec des niveaux différents. Tout le monde ne peut pas aller dans des études supérieures. Ce qui fait qu'on frustre des enfants qui deviennent perturbateurs à l'école, puisque pas intéressés ou n'ayant pas le niveau, ben vous décrochez encore plus. Vous pouvez même être humilié par les autres. Enfin, et donc, tout ce petit mélange de personnes dans une classe rend l'enseignement très difficile. Je plains mes collègues de collège, le collège étant la partie de l'enseignement français la plus difficile à maîtriser parce que vous vous retrouvez avec des enfants de tous les niveaux et avec des comportements qui se dégradent aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais le maillon faible chez nous, c'est le collège. Et à l'époque, quand ça a été décidé et qu'on en sentait déjà les dégradations, moi, j'avais dit, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'au début, tout paraît très bien, tout c'est de l'angélisme, mais une fois qu'on s'aperçoit qu'une génération a raté ses études, c'est irrattrapable. Et puis, ben, alors on commence maintenant, on va dire depuis quelques années, à mesurer tout ça et à oser en parler. Ce qui fait que ça m'amène vers le deuxième sujet vers lequel je voulais aller, c'était vous parler de l'école publique et de l'école privée. Parce que maintenant, justement, face à la dégradation de cette scolarité qui ne va pas, eh bien, le privé se développe énormément en France. Même moi, mes propres filles sont allées au collège privé parce que on a une organisation au niveau de l'école publique, c'est par secteur, ça dépend où vous habitez. Donc, si vous habitez, bon, le quartier dans lequel je suis, tout va très bien, mais je dépends d'un quartier d'école défavorisée. Et donc, alors, j'ai rien contre les enfants de milieux défavorisés, attention, hein, mais je sais comment ça se passe, puisque moi, pendant 35 ans, j'ai travaillé dans une école avec des enfants défavorisés. Donc, je sais quel est leur comportement. Ils ont intellectuellement, ils peuvent avoir exactement le même niveau intellectuel que les autres, simplement, ils ne sont pas dans des milieux cadrants et favorisant une scolarité paisible, avec du langage châtié, avec, il peut y avoir aussi du harcèlement, avec des différences de niveau social, ce qui fait que quand mes filles, j'ai voulu les inscrire à l'école publique, parce que moi je suis issue du public et je défends le public, maintenant je me dis, ça fait un moment, hein, puisque mes filles ont 30 ans, à ce moment-là, quand on leur a dit, ben non,
ce sera pas possible d'aller dans le collège public que j'avais choisi, qui est pas loin de chez moi, mais je ne dépends pas du secteur. Vous, ce sera le collège qui s'appelle les Épontos, c'est-à-dire d'enfants, un collège qui est classé en REP, un réseau d'éducation prioritaire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, moi, je n'avais rien contre les enseignants qui sont dans ce collège, parce que ce sont des enseignants très diplômés, souvent dotés d'une agrégation. Ils ont un niveau très élevé. Simplement en face, ils ont un public pas motivé, pas au niveau. Enfin, c'est un peu, dans une classe, vous faites de la discipline en fait, et plus que de l'enseignement. Et actuellement, enfin, ça ne fait que se dégrader, hein, ça. Ce qui fait que maintenant, les parents ont peur, parce que quand on est parent un petit peu conscient des réalités et puis soucieux de ses enfants, on a envie du meilleur pour ses enfants. Donc, même dans ces milieux, les gens se tournent vers l'enseignement privé, parce que là, c'est vrai que vous donnez chaque mois une certaine somme, ça dépend des écoles privées. Mais d'abord, un enfant qui se conduit mal dans une école privée, il peut être mis à la porte si son comportement se dégrade et puis gêne l'enseignement. Il peut avoir une réprimande, puis une deuxième sanction, et puis rapidement, si cet enfant est perturbateur, pas sur son niveau scolaire, mais sur son comportement, il peut être évacué du collège, ce qui n'est pas le cas dans le public. Dans le public, que vous ayez un très bon comportement ou un mauvais comportement, on vous garde. Ce qui fait qu'il y a des classes qui sont complètement… il y a des élèves qui perdent leur temps parce que les profs sont obligés de faire de la discipline plutôt que de l'enseignement. Donc voilà. Alors, du coup, ça se développe énormément. Même moi, ma belle-fille, si j'en reviens à mon propre exemple, mes petits-enfants sont dans une école à Dijon, au centre-ville, c'est-à-dire, on va dire, un secteur privilégié. Mais même là, dans ce secteur, ma belle-fille et mon fils se rendent compte de la dégradation. Et bien, pourtant, ce n'était pas les idées politiques de ma belle-fille au départ. Mon petit-fils est en CM1, vous voyez, donc dans 2 ans, il va aller au collège. Devinez où est-ce qu'il va aller? En école privée. Et maintenant, on est sur des listes d'attente parce que les gens s'orientent vraiment de plus en plus sur le privé, et puis il n'est pas élastique le privé, hein. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Ce qui fait qu'alors là, de nouveau, on est dans une sélection. Il faut montrer qu'on se conduit bien et qu'on travaille bien à l'école, etc. Et là, c'est une sélection, malheureusement, qui est induite par le comportement du public. Parce qu'il faut savoir qu'en France, nos élites, c'est-à-dire nos hommes politiques, nos décideurs, tous leurs enfants sont dans des écoles privées, et ça, ils ne le disent pas, hein. Même le ministre qui a précédé s'appelait Papendiaï, je ne sais pas si ça vous parle. Il était dans l'enseignement, peut-être il y a combien, 4 ans, 4-5 ans, il a été nommé par Macron comme ministre de l'Éducation nationale. Alors, avec des grands discours, des grandes théories, il faut penser à tout le monde, nanani, nanana, la grande musique, hein. Et bien évidemment, il y a toujours des journalistes pour aller voir ce qui se passe et puis un peu décrypter la vie de ce ministre, par exemple, comme d'autres, et on s'aperçoit qu'il prône le public et il met ses enfants dans le privé. Donc, vous voyez, il y a un discours qui n'est pas honnête, je trouve. Et puis, alors, ce qu'on a aussi, c'est que ce qui ne va pas dans le public surtout, c'est qu'on a donc des ministres pas courageux. Ils n'osent pas lancer des réformes. À chaque fois qu'il y a eu un ministre qui a voulu lancer une réforme, les syndicats des enseignants du public s'en sont mêlés. Ils sont très puissants. Et donc, ils incitent les parents à suivre le mouvement et les gens descendent dans la rue. Et que fait le gouvernement? Eh bien, il plie et il renonce à sa réforme. Et on en est toujours là, ce qui fait que ça ouvre les portes au privé, et le privé fait peur au public parce qu'ils sont meilleurs.
parce que si vous voulez, il y a beaucoup plus de rigueur. Je dis pas que les enseignants sont mieux, ils sont pas mieux diplômés parce que souvent ce sont des gens qui ont raté, enfin pour des petites écoles privées, je veux dire, au niveau du primaire et du collège, hein, ce sont souvent des gens qui ont passé le concours pour être enseignants dans le public et ils ont échoué. Et on n'est pas, il faut quand même un certain niveau hein, pour être professeur dans le privé, mais c'est moins conditionné par un diplôme. Et là, le diplôme, voilà, on n'est pas sanctionné comme dans le public. Donc, et il y a une meilleure préparation des élèves, il y a un cadre, on donne du travail le soir, on donne beaucoup plus je veux dire, même au niveau des évaluations, il y en a davantage parce que dans le public, eh bien, il y a quand même aussi des enseignants qui, je ne veux pas dire, ils ne se donnent pas à fond, pas tous, il y en a, mais ce n'est pas une majorité. Que dans le privé, c'est beaucoup plus sévère, beaucoup plus surveillé. Et même si un enseignant ne fait pas le job, eh bien, il peut être envoyé de l'école privée dans laquelle il est, ce qui ne peut pas arriver dans le public. Hein. Dans le public, que vous soyez performant, excellent ou que vous soyez médiocre, une fois que vous avez le concours, vous y êtes à vie. On est fonctionnaire de l'État. Et c'est ça qui ne va pas non plus. Parce que les gens, heureusement, ce n'est pas tout le monde, mais ça fait aussi partie de ce qui ne va pas chez nous. Parce qu'il pourrait y avoir des contrats ou alors prouver enfin, montrer son travail. À l'éducation nationale en France, en école primaire, les enseignants ne sont contrôlés que 3 fois dans leur carrière. Vous entendez, 3 fois. Vous vous rendez compte ce scandale? Ben ça encore, c'est encore les syndicats qui ont demandé ça parce que pour la protection des enseignants, etc., etc. À l'époque, moi, quand j'ai commencé d'enseigner, la fréquence était à peu près tous les 3 ans. Et encore, c'était déjà pas beaucoup. Hein. Tous les 3 ans, l'inspecteur ou l'inspectrice pouvait rentrer dans notre classe à tout moment, le matin en général ou en début d'après-midi, sans prévenir, pour venir voir ce qui se passait. Maintenant, on est dans un système où l'enseignant qui va être contrôlé par un inspecteur, il sera prévenu 15 jours avant et on va définir le jour et l'heure. Et ça, seulement 3 fois dans sa carrière. Donc, vous comprenez bien qu'un enseignant impliqué, sérieux, ça ne l'empêchera pas de bien travailler. Puis un fainéant, eh bien, il va négliger un peu son travail et se dire de toute façon, la seule sanction, ça peut être à la limite des parents qui pourraient râler, mais ça n'ira pas plus loin. Donc, le système est pervers en France, je trouve. Je ne sais pas où on va aller, mais moi, je suis très, très inquiète du niveau. Très, très inquiète du niveau. Alors, évidemment, dans les milieux privilégiés, les gens ont conscience de ça et commencent à s'organiser, je vous dis, en s'orientant vers le privé, en faisant donner des cours particuliers à leurs enfants, pour pallier au manque de notre système. On est vraiment, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est préoccupant. Et puis alors, quand on se compare, parce que maintenant, il y a quand même des évaluations nationales, en particulier dans l'école primaire, eh bien, si on se compare aux pays de l'OCDE, c'est-à-dire, vous connaissez l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération de développement économique. Et donc là, ça prend 38 pays dans le monde, donc quasiment tous les pays d'Europe, ça comprend les États-Unis aussi, ça comprend des pays d'Amérique du Sud, le Chili, la Colombie, le Mexique, et puis la Turquie pour revenir vers l'Europe, et autrement le Japon et la Corée. Donc, quand on compare le niveau des élèves,
eh bien, la France, qui était dans les premiers avant, maintenant, on est loin du compte. Hein. Vraiment, et enfin, je sais pas, enfin, moi, ça me rend malade de savoir ça parce que on avait un très bon système et il a été cassé par les syndicats, par le manque de courage de l'État et par le nouveau comportement des parents, parce que je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, maintenant, les parents sont presque décideurs. À la fin de ma carrière, il y a des parents, j'ai dit, vous voyez, à cause de gens comme vous, ça me fait rien de quitter mon métier parce que on n'a plus le respect. Auparavant, on était respecté, mais ça, c'est vrai pour d'autres métiers. Les médecins ne sont plus respectés, les enseignants ne sont plus respectés, les pharmaciens ne sont plus. Enfin, tous les gens, les référents, qui étaient quand même les référents en France, maintenant, on est abordé même parfois avec de l'agressivité. Donc, c'est très compliqué. On est en rapport de force avec les parents. Il y a quelques parents qui acceptent ce qu'on fait sans rien dire et qui peuvent nous féliciter, mais il y a aussi les parents qui vous agressent, même pour des histoires de surveillance en récréation, si vous voulez. Tout est sujet à discussion. Si vous punissez un enfant, puis attention, hein, on n'est pas dans les punitions d'il y a 40 ans, hein, eh bien, vous devez vous justifier au niveau des parents. Les parents sont là et vous demandent, mais mon enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Nanani, nanana, mais pourquoi? Mais et puis les autres, mais pourquoi? Enfin, c'est ça en permanence. Donc les enfants le sentent, ils ont un comportement, bien sûr, ils se sentent soutenus par leurs parents, ce qui fait que bah, ça induit des comportements qui sont réprimandables, mais on prend encore sur soi pour éviter les conflits avec les parents. Et il faut avoir une force de caractère et montrer sa personnalité pour affronter ça. Donc, on s'en passe. Et alors, le pire, c'est que quand un parent se plaint d'un enseignant plutôt que d'aller le voir. Alors, parfois, il vient le voir et on en discute et ça se passe plus ou moins bien. Mais sinon, ils franchissent l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'ils vont voir l'inspecteur de l'éducation nationale, qu'on appelle un IEN, qui a une circonscription à gérer, c'est-à-dire 200 enseignants à peu près, sur une ville principale, par exemple comme le Creusot et toutes les petites villes alentours, les petits villages alentours. Eh bien, cet fameux inspecteur, comme il a peur des parents, parce qu'il ne faut pas de vagues hein, non plus, hein, donc on accepte, on est à l'écoute de ce que dit le parent, et limite, c'est l'enseignant qui se fait sanctionner et qui a une réprimande et qui a un rappel à l'ordre, etc., etc. Et l'enseignant n'est pas soutenu par la hiérarchie. Donc voilà. Oui, madame, Donc, oui. Madame, j'ai une dernière question pour vous. Oui. Peut-être, par exemple, vous avez dit qu'il n'y a pas une sélection en France pour choisir les études ou pour choisir les sujets, pour apprendre la langue. Peut-être, par exemple, en Inde, il faut très important de choisir entre les deux sujets ou deux matières, par exemple, le médecin, le filière de médecin ou le métier d'ingénieur. Mais est-ce que c'est le cas en France? Oui. Et d'après vous, oui. Est-ce que entre les deux, ou peut-être d'après vous, si vous avez dit il n'y a pas de sélectionné, d'après vous, dans votre carrière, est-ce que c'est possible de voir que la théorie ou la pratique est importante ou le mélange des deux choses est important d'après vous? Alors là, vous parlez des études après le baccalauréat, oui. La section, la filière médicale ou la filière des ingénieurs.
non, là, de toute façon, en médecine, le niveau n'a pas baissé, hein. La sélection, elle est comme avant. Ça n'a pas changé. Mais c'est plutôt pour des études, par exemple, bon, qu'est-ce que je vais vous dire par exemple, il y a des élèves qui disent, ah bah par exemple, moi la psychologie, ça m'intéresse, je vais aller en faculté de psychologie. Donc, ils vont aller en faculté de psychologie. Au bout de 5 ans d'études de psychologie, ils vont se retrouver sans rien, en fait. Ça aura été intéressant, mais il y a très peu, ça c'est pareil, on donne l'impression à des étudiants des capacités de réussite et puis on s'aperçoit qu'il n'y a que quelques étudiants qui vont réussir. Et les autres, ils vont se retrouver sans rien, quoi, en fait. Ils auront un diplôme qui ne sera pas vraiment reconnu et qui ne leur donnera pas forcément un métier. Donc, il faut bien choisir sa filière après le bac. Il ne faut pas se laisser avoir il faut viser, il faut regarder beaucoup plus loin, il faut être à bac plus 4 ou 5 pour se dire, bon, si je me lance dans ce parcours-là, voilà ce que je vais pouvoir faire. Est-ce que j'en serai capable? Est-ce que… Parce qu'autrement, c'est des études pour rien. Et bien souvent, maintenant, justement, on privilégie, on a un discours différent auprès des élèves en disant, tout le monde n'est pas obligé de faire des études bac plus 5 ou bac plus 7, on peut réussir sa vie autrement avec des parcours professionnalisants qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup moins de théorie, mais beaucoup plus de pratique, et qui séduit des élèves et qui les conduisent vers un métier et une embauche dans une industrie. Et les gens sont tout à fait épanouis. On a trop intellectualisé, idéalisé les élites françaises. On pensait que, ben voilà, quand on est en France, ben on peut tout faire, etc. Mais tout le monde n'est pas motivé, tout le monde ne peut pas intellectuellement et ben il faut avoir ça à l'esprit et pas se laisser avoir par des systèmes qui sont pervers, je trouve. Merci beaucoup, madame, pour vos réponses. Merci. Bon. Mais ça, c'est mon point de vue, hein. Si vous parlez, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions politiques que moi, par exemple, eh bien, il abordera la question du public et du privé, etc., d'une autre façon, hein. Moi, c'est mon analyse qui représente un gros courant de pensée quand même en France, mais tout le monde ne pense pas comme moi. Même si tout le monde constate, par exemple, vous voyez maintenant, les enfants français ne savent plus écrire. Si vous demandez 4 phrases à un enfant de CM2 actuellement, avec des phrases simples, avec des accords verbaux, de la conjugaison qui font appel à des accords du pluriel, etc., vous allez avoir un taux d'échec qui va… Peut-être vous l'écrivez mieux, hein, c'est sûr même. Les enfants français, il n'y a plus de cadre, on n'apprend plus rien, même les tables de multiplication. Avant, on les apprenait, c'était par cœur, on n'avait pas à réfléchir, ça devait… Et maintenant, c'est fini. Enfin, c'est fini. On est en train de comprendre qu'on va vers une baisse importante du niveau liée justement aux apprentissages qui ne sont pas assez cadrés. Les pauvres petits chéris, les enfants, c'est des pauvres petits chéris en France, hein. Oh, les pauvres petits chéris, ils sortent de l'école, ils sont fatigués. On est dans on est dans ce principe. En France, on est fatigué, on se rend pas compte, hein. Et puis alors, il y a tous les écrans qui polluent, parce que maintenant, même je le vois, même avec mes petits enfants, la télé, il faut vraiment… Si on a des parents qui ne savent pas cadrer, les enfants pourraient passer la journée ou les soirées devant un écran. Et on s'aperçoit que ça induit des comportements en classe qui sont négatifs parce que les enfants ont des difficultés à se concentrer. Vous voyez, et donc l'effort est perdu aussi, hein. Ils sont vite fatigués et il faut les laisser tranquilles, les petits chéris, hein. Donc, mais alors, les parents vont dans le sens de leurs enfants, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ça va se retourner contre eux un jour, malheureusement, parce qu'on ne construit pas sur du sable
si la base n'a pas été acquise, eh bien après, c'est quand même très difficile pour s'en sortir. Et malheureusement, voilà, c'est le constat actuel et ça me déprime de voir tout ça. Ça me déprime. Mais même je vois, même des gens qui ont réussi à avoir des diplômes, des gens qui ont entre 30 et 40 ans, alors vous allez me dire, on peut faire sa vie sans savoir écrire correctement les mots, mais quand même, mais je reçois des messages, mais je suis impressionnée par le nombre de fautes d'orthographe, des choses qui s'apprennent à l'école élémentaire. Mais ça aussi, je peux aussi aborder un sujet, je n'en ai pas parlé avant, qui est pour moi fondamental au CP, c'est l'année où on apprend à lire en France. Par exemple, en Angleterre, ils apprennent plus jeunes, mais chez nous, c'est au cours préparatoire. Et aussi un autre problème en France, c'est qu'on a une liberté pédagogique, c'est-à-dire que vous enseignez de la manière que vous voulez quasiment. Alors, si c'est une bonne méthode, bah, tant mieux pour les élèves, mais si c'est une méthode qui est couverte de défauts, eh bien, les enfants apprendront mal, notamment le français. Et on a eu un ministre alors qui s'exprime très souvent, que je vous invite à écouter, qui s'appelle Luc Ferry. Il enseigne dans des écoles supérieures et il a été ministre de l'Éducation nationale. C'est vraiment quelqu'un, moi je bois ses paroles parce que je trouve qu'il dit des choses sensées. Malheureusement, même lui, en tant que ministre, il n'a pas pu faire passer des réformes. Mais une fois, je l'avais écouté sur justement la méthode d'apprentissage de lecture au CP. Il avait dit, mais c'est complètement anormal qu'en France, on ait encore cette liberté pédagogique, même au CP, pour apprendre à lire. On sait qu'il y a une ou deux méthodes performantes qui marchent dans 90% des cas, et on ne l'oblige pas aux enseignants parce que, toujours pareil, si on en revient à la logique des syndicats, la liberté, etc., l'enseignant sait ce qu'il a à faire. Eh bien non, l'enseignant, il ne sait pas forcément ce qu'il a à faire, il a des failles, c'est un praticien, mais il faut qu'on lui donne un cadre et qu'il ne dise pas n'importe quoi et qu'il va se faire les choses correctement aux enfants. Et ce qui fait que ça, eh ben, ça induit, si vous ne savez pas lire, eh bien, après, vous ne comprenez pas, ça a des conséquences sur d'autres domaines. Par exemple, si vous êtes en déchiffrage, vous n'avez pas l'affluence, donc vous n'avez pas la compréhension, pas toujours la compréhension. Si vous passez dans une résolution de problème, donc on est dans un autre domaine, on est en mathématiques, on vous pose un problème, vous ne savez pas le lire, vous ne le comprenez pas. Donc, est-ce que vous le réussissez? Ben, bien sûr que non. Et là, ce n'est pas un problème de mathématiques, c'est un problème de compréhension de lecture. Et tout ça, ça part du CP. Donc, un CP mal enseigné, pardon, fait des dégâts énormes et difficilement rattrapables. Parce que c'est pareil, il y a eu des études de fait. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours efficace. Pendant longtemps, on a fait redoubler des élèves quand ils n'avaient pas le niveau. Et puis, ils ont fait des études en s'apercevant que ça coûtait très cher, le redoublement, pour une réussite assez modeste. Donc maintenant, il faut vraiment, mais alors, prouver que l'enfant est en grande difficulté pour qu'il puisse redoubler son niveau. Et encore une fois, qui correspond à ce que j'ai dit auparavant, il faut que les parents soient d'accord. Si l'enseignement, parce que des fois ça va jusqu'au rectorat, hein, ça monte haut, hein, le dossier de l'enfant concerné par un redoublement. Ça ne s'arrête pas à l'enseignant, hein, ça va plus haut pour voir si l'enseignant a pris la bonne décision. Eh bien, si le parent n'est pas d'accord, eh bien, c'est la parole du parent qui remporte. Et ben voilà. Donc, tout est Merci dit. beaucoup, madame. Oui. Merci. Merci Brigitte pour cette réflexion profonde sur le système éducatif français. Et bien sûr, en t'écoutant, je pense que tout le monde va s'accorder pour dire qu'on a cru que c'est la même situation en Inde quand tu nous parlais.
il y a ce changement vers les écoles privées, parce que c'est pas la même chose qu'on trouve dans les écoles publiques. Voilà. Et chers amis, chers participants, si vous avez des questions, parce qu'on est presque vers la fin, si vous avez des questions à poser. J'ai trop parlé. Je suis désolée, j'ai trop parlé. Non, c'était très instruisant et c'était très bien. Merci de nous avoir montré tout ce qui se passe en France. Et bien sûr, on a pu comprendre comment ça se fait là-bas et en Inde. On a pu comprendre la différence et bien sûr les similarités qui se produisent en Inde et en France. Oui, je vous remercie en tout cas. Hein. Merci beaucoup pour votre écoute et votre patience. J'espère que je vous aurai intéressé. Absolument. S'il y a des questions, chers participants, si vous avez quelque chose à lui poser. Oui, Pratibha, rapidement, si tu veux dire quelque chose. Oui, sinon, on refait une autre séance. Hein. Oui, pardon, Brigitte? Je dis, sinon, on reporte à une autre séance pour faire simplement un système de questions-réponses, si vous voulez. Oui, tout à fait. Si ça vous intéresse, on peut faire ça. Avec la question de Pratibha, on va terminer. Mais chers participants, si vous avez d'autres questions à lui poser, vous allez nous envoyer. On va passer ces questions à Brigitte pour avoir les réponses. Voilà, Pratibha, à toi, rapidement. Donc, Brigitte, je voulais juste savoir comment les pédagogies alternatives sont vues par les Français, comme par exemple la Montessori ou bien le Waldorf. Très peu développé chez nous. Montessori, c'est plutôt aux États-Unis. Il n'y a que quelques écoles. Ce sont des écoles, plutôt pour le coup, des écoles privées, mais bien spécifiques qui pratiquent Montessori. Chez nous, c'est très peu développé. Donc, moi, je ne connais pas assez Montessori pour en parler. Hein, donc, c'est peu répandu chez nous. D'accord, ok. Merci. Très bien. Ben, merci à vous pour votre écoute. Merci Brigitte pour cette présentation, cette explication si détaillée. Franchement, c'était trop clair, très clair pour nous. Et chers participants, si vous avez toujours des questions à lui poser, n'hésitez pas à m'envoyer ces questions. Je vais passer ces questions à Brigitte. Et si vous voulez qu'on fasse une autre séance de telle sorte, vous allez nous indiquer, on va l'organiser pour vous. Très bien. Merci, chers participants. Merci Brigitte d'être venue et d'avoir animé cette séance. Merci. Belle journée à vous tous. Merci. Belle journée. Bon après-midi. Merci. Merci. Bonne fin de dimanche. Au revoir. Merci. Au revoir.